Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de trouver la limite de cette suite par deux techniques complètement différentes. Et cet exercice est extrêmement important parce qu'il aborde plein de notions. Non seulement la notion de limite de suite, mais on aura besoin également du raisonnement par récurrence. On va également mélanger logarithme et suite. Et enfin, on aura besoin des suites géométriques. Et donc c'est extrêmement important que vous maîtrisiez parfaitement cet exercice et donc il faut absolument que vous le cherchiez avant de regarder la correction. Donc si vous ne l'avez pas encore cherché, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement regardez la correction. Alors corrigeons-le premièrement. On nous demande de représenter graphiquement les 4 premiers termes de cette suite. Alors la première chose à remarquer, c'est que cette suite UN est de la forme, elle est du type UN plus 1 égale F de UN. Où f, c'est quoi? C'est tout simplement la fonction racine carrée. Donc j'écris où f de x, ça c'est mon brouillon, égale racine de x. Et vous savez que pour représenter une suite du type un plus 1 égale f de un, on commence par tracer la courbe de f. C'est pour ça qu'on a tracé la courbe de la fonction racine carrée. Et ensuite, il faut tracer la droite d'équation y égale x. Alors c'est simple, donnons une valeur à x, 0, et y du coup vaut... Si x vaut 0, y vaut 0. Donc ça veut dire que cette droite, elle passe par le point 0, 0. Donnons une autre valeur. X vaut 1. Si x vaut 1, y vaut 1, etc., etc. Elle passe par le point 0, 0, 1, 1, 2, 2, etc. Alors voilà, j'ai tracé la droite d'équation y égale x. Et ensuite, comment on fait? Il faut placer u0 sur l'axe des abscisses. Et comme u0 vaut 4, je me place à 4 sur l'axe des abscisses. Voilà u0. Et ensuite, je trouve le point de la courbe de f d'abscisse U0, ce point-là. Et ensuite, je cherche le point de la droite y égale x qui a même ordonnée que ce point-là. Le voilà. Et je lis ici, sur l'axe des abscisses, je lis ici U1. Et donc, on voit que U1 vaut 2. Et ensuite, on recommence. On cherche le point de la courbe d'abscisse U1, c'est-à-dire ce point-là. Et ensuite, on trouve le point de la droite y égale x, qui a même ordonné que ce point-là. Et on lit ici U2 sur l'axe des abscisses. Voilà où on lit U2. Et je recommence, je cherche le point de la courbe d'abscisse U2, c'est-à-dire ce point-là. Et donc j'en déduis ce point-là sur la droite y égale x. Et voilà, je lis ici, sur l'axe des abscisses, je lis U3. Voilà, j'ai représenté U0, U1, U2, U3, c'est-à-dire les 4 premiers termes de cette suite. Donc j'ai terminé la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande de conjecturer le sens de variation de cette suite. Alors, ça veut dire quoi, conjecturer? Conjecturer, ça veut dire qu'à partir d'une observation, on va affirmer quelque chose sans le démontrer. Alors, observons le sens de variation. Ici, on a U0, U1, U2, U3. Qu'est-ce qu'on observe? Il semble que cette suite UN, elle soit décroissante. Et bien, c'est tout simplement ce qu'on va écrire sur sa copie. Et donc j'écris il semble que UN soit décroissante. Et attention, j'écris bien il semble puisque je ne l'ai pas démontré, c'est une conjecture. Alors corrigeons le troisième. On nous demande UN semble-t-elle converger? Là encore, il s'agit d'une conjecture. Alors observons le graphique et si on continue la construction qu'on a commencée, eh bien tous ces points, ils semblent se rapprocher de ce point-là. Et ce point-là, il a pour abscisse ce point-là. Il a pour abscisse 1. Et comme on lit UN sur l'axe des abscisses, il semble que UN se rapproche de 1. Autrement dit, il semble que UN converge, c'est-à-dire qu'elle a une limite finie et que cette limite, elle vaut 1. Et bien c'est tout simplement ce qu'on va écrire maintenant sur sa copie. Et donc j'écris il semble, parce que je ne l'ai pas démontré, que UN converge et que sa limite, c'est 1. Voilà qui répond à la troisième question. Maintenant, ce qu'on a dit à la deuxième et à la troisième question, ce sont des conjectures, on ne l'a pas démontré. Et justement, tout l'objectif du problème, ça va être de démontrer ces conjectures et on va le faire de deux manières complètement différentes. Alors, corrigeons la quatrième question. On nous demande de démontrer cette propriété pour tout entier naturel n. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette suite, elle est définie par récurrence, c'est-à-dire qu'elle est définie de proche en proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut calculer un plus 1, il faut connaître un. On ne peut pas calculer un plus 1 actuellement si on ne connaît pas un. Donc cette suite est bien définie de proche en proche. Un terme permet de calculer le suivant. Et bien, comme cette suite est définie par récurrence, c'est-à-dire de proche en proche, pour démontrer cette propriété, il est naturel de penser à faire un raisonnement par récurrence. Alors, comme tout raisonnement par récurrence, on commence par appeler Pn la propriété qu'on veut démontrer.
Et donc j'écris sur ma copie soit Pn, cette propriété que je veux montrer. Et maintenant la première étape, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. Il faut vérifier que cette propriété est vraie pour une certaine valeur de n, la plus petite possible. Et comme cette propriété doit être vraie pour tout entier naturel n, la plus petite valeur de n qu'on peut essayer, c'est 0. Donc maintenant on va vérifier que P0 est vrai. Et c'est ce que j'écris sur ma copie. Et donc j'écris initialisation, vérifions que P0 est vrai. Et ça veut dire quoi P0? Il faut tout simplement remplacer n par 0, il faut vérifier que 1 est plus petit si je remplace n par 0, donc ça, ici j'ai U1 et ici j'ai U0, donc je dois vérifier que 1 est inférieur ou égal à U1, qui est lui-même inférieur ou égal à U0. Et donc c'est ce que j'écris. Et donc j'écris, vérifions que P0 est vrai, c'est-à-dire vérifions que 1 est inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à U0. Et maintenant je vais tout simplement calculer U0 et U1 et vérifier que ceci est vrai. Eh bien U0 vaut 4, c'est la définition, et maintenant je vais calculer U1. Comment je fais pour calculer U1? J'utilise la formule de récurrence. Pour avoir U1, il faut remplacer n par 0. Donc ça fait U1 égale racine de U0. U1 égale racine de U0. Mais U0 c'est 4, donc ça fait racine de 4, et donc ça fait 2. Donc U0 vaut 4 et U1 vaut 2. Et là, on en déduit que U0 qui vaut 4 est bien plus grand que U1 qui vaut 2, et U1 est lui-même plus grand que 1. Donc cette propriété-là est bien vraie. Et c'est ce que j'écris maintenant. Et donc je peux bien écrire que U1 est inférieur ou égal à U0 et que U1 est supérieur ou égal à 1. Et donc cette propriété-là est vraie, donc P0 est vrai. Voilà qui termine l'initialisation et maintenant on passe à la deuxième étape, l'hérédité. Et l'hérédité c'est quoi? On va supposer que cette propriété Pn elle est vraie pour une certaine valeur de n et on va montrer que ça entraîne que la propriété est encore vraie au rang d'après. Et on rédige toujours de la même façon, on écrit soit n un entier naturel, supposons Pn vrai et montrons que ça entraîne que Pn plus 1 est vrai. Et ce qui est très important, c'est avant de commencer l'hérédité, il faut écrire sur son brouillon ce que c'est que Pn plus 1, puisqu'il faut montrer Pn plus 1, on écrit sur son brouillon ce que c'est que Pn plus 1 pour avoir une idée de ce qu'il faut montrer. Et donc ici, au brouillon en vert, j'écris ce que c'est que Pn plus 1. Pn plus 1, c'est quoi? C'est cette propriété qu'on a ici, écrite au rang n plus 1. Donc à chaque fois, je remplace n par n plus 1. Donc que vaut Pn plus 1? C'est tout simplement que 1, c'est inférieur ou égal, si je remplace n par n plus 1 à un plus 2, inférieur ou égal à un plus 1. Et donc maintenant, l'objectif, c'est qu'on a supposé ça vrai et qu'il va falloir montrer cela. Autrement dit, il va falloir trouver comment faire pour passer de cette inégalité à celle-là. Et comme j'ai supposé Pn vrai, je peux écrire ceci. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Alors comment faire pour passer de ceci à cela? Ici, vous voyez que vous avez un et ici, vous avez un plus 1. Comment on fait pour passer de un à un plus 1? Il faut prendre tout simplement la racine. Donc quelle est l'idée? On va prendre partout la racine. Et vous savez que la racine, c'est une fonction qui est croissante, donc elle conserve l'ordre. Donc les racines de ces nombres seront dans le même ordre que ces nombres. Et donc si je prends la racine, ce que j'indique ici sur ma copie, que je prends la racine, ici je vais avoir racine de 1, ici je vais avoir racine de un plus 1, et ici je vais avoir racine de un. Et je rajoute sur ma copie que la racine c'est une fonction qui conserve l'ordre parce que c'est une fonction qui est croissante. Ça me permet de justifier le passage de cette ligne à celle-là. Et maintenant il n'y a plus qu'à arranger. Racine de 1, on sait que ça vaut 1. Racine de un ça vaut tout simplement un plus 1, c'est exactement ce qu'on voulait. Et racine, si j'ai racine de un plus 1, ici j'aurai un plus 2. Donc racine de un plus 1, c'est égal à un plus 2. Donc racine de un plus 1, je répète, c'est égal à un plus 2. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a exactement Pn plus 1. Et donc j'écris tout simplement sur ma copie, donc Pn plus 1 est vrai. Et dernière étape, la conclusion. Alors la conclusion, elle se rédige toujours de la même façon. On commence par écrire par récurrence pour expliquer au correcteur qu'on utilise un raisonnement par récurrence et ensuite on écrit comme P0 est vrai, c'est-à-dire que l'initialisation est vraie et que la propriété Pn est héréditaire, on en déduit par récurrence que cette propriété Pn elle est vraie pour tout entier naturel n, ce qui termine la quatrième question.
Alors, corrigeons le cinquième. On nous demande de démontrer ce qui a été conjecturé au troisième rang. Alors, qu'est-ce qu'on a conjecturé au troisième rang? On a conjecturé que cette suite, elle convergeait et que sa limite, c'était 1. C'est-à-dire qu'on a écrit qu'il semblait que cette suite était convergente et que sa limite était 1. Et bien maintenant, on va le démontrer. Donc, dans un premier temps, on va démontrer que cette suite est convergente, c'est-à-dire qu'elle a une limite finie. Et ensuite, deuxièmement, on démontrera que cette limite, c'est 1. Alors pour montrer que cette suite UN est convergente, on va tout simplement utiliser le quatrième rang. Et ce qu'il faut bien comprendre au quatrième rang, c'est qu'en fait on a démontré deux choses. On a démontré premièrement que pour tout entier naturel n, UN plus 1, c'est inférieur ou égal à UN. Si je regarde ce bout-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terme d'après, il est inférieur ou égal au terme d'avant. Et ce, quel que soit n entier naturel. Ça veut donc dire que cette suite UN, si le terme d'après est plus petit ou égal que le terme d'avant, ça veut dire que cette suite, elle est décroissante. Et si on regarde ce bout-là, eh bien pareil, on a démontré que pour tout entier naturel n, UN est supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que cette suite UN, on dit qu'elle est minorée par 1. Elle est plus grande ou égale à 1. Donc on a une suite UN qui vérifie deux choses, qui est décroissante et minorée. Et vous savez, d'après le théorème du cours, que quand on a une suite décroissante minorée, eh bien cette suite est convergente. Il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris, d'après le quatrièmement, pour tout entier naturel n, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. C'est cette partie-là, et UN est supérieur ou égal à 1. Et donc on en déduit que UN, elle est décroissante et elle est minorée. Et si une suite est décroissante et minorée, on sait d'après le cours que UN, c'est une suite convergente. On a donc démontré que UN est convergente, c'est ce qu'on avait conjecturé au troisième rang. Donc la première partie de la conjecture, on l'a démontré. On avait conjecturé également que la limite de cette suite, c'était 1. Et donc maintenant, il reste à le démontrer. Alors comme maintenant on sait que UN, c'est une suite convergente, ça veut dire qu'elle a une limite finie. Eh bien, on va tout simplement appeler L cette limite, ce qui nous permettra de faire des calculs. Et donc j'écris sur ma copie, soit L, la limite de cette suite. C'est-à-dire L égale limite de UN quand n tend vers plus l'infini. Et maintenant l'objectif, ça va être de trouver la valeur de L. Alors l'information principale qu'on ait sur cette suite, UN, c'est que UN plus 1 égale racine de UN. Mais racine, c'est pas très pratique. Et donc pour m'en débarrasser, je vais tout élever au carré. Et donc j'écris pour tout entier n, comme UN plus 1 égale racine de UN, si j'élève tout au carré, ça me donne quoi? Ça me fait UN plus 1 au carré égale, si j'élève ça au carré, égale UN. Et du coup, je n'ai plus de racine. Et maintenant, j'ai une égalité et je vais entourer en vert, comme si c'était mon brouillon, les deux blocs de cette égalité. Voilà le premier bloc et voilà le deuxième bloc. Je rappelle, ce que je mets en vert, c'est mon brouillon. Et maintenant, je vais chercher séparément la limite de chacun de ces deux blocs. Alors, la limite de ce premier bloc, c'est-à-dire la limite du UN, c'est L, puisque par définition, on a appelé L la limite du UN. Pour le deuxième bloc, il va falloir commencer par trouver la limite de UN plus 1 et ensuite on trouvera la limite de UN plus 1 au carré. Alors maintenant, je rappelle au brouillon quelque chose de fondamental. Si vous avez une suite UN qui converge vers L, ça veut dire que UN, on peut le rendre aussi proche de L que l'on veut. Et UN plus 1, c'est quoi? Eh bien, UN plus 1, c'est tout simplement le terme après UN. Et si UN peut être rendu aussi proche que l'on veut de L, eh bien le terme d'après aussi. Donc si UN tend vers L, eh bien il faut bien comprendre que UN plus 1 aussi. Donc dans ce deuxième bloc, UN plus 1, ce bout-là, il tend vers L. Donc l'ensemble tend vers L carré. Ce gros bloc tend vers L carré. Et donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on avait deux blocs égaux, c'est-à-dire deux suites égales. La première suite tend vers L, la deuxième suite tend vers L carré. Ces deux suites sont égales et chacune a une limite. Et bien comme ces suites sont égales et que chacune a une limite, et bien les limites sont égales. Ça veut donc dire que L est égal à L carré. Et donc on obtient une équation en L et il n'y a plus qu'à la résoudre pour trouver la valeur de L. Et donc en trouvant la valeur de L, on a trouvé la limite de cette suite. Donc maintenant il n'y a plus qu'à l'écrire. Et donc je vais commencer par justifier que la limite de UN plus 1, c'est L. Et donc j'écris ce que j'ai rappelé ici au brouillon, et j'écris, comme la limite de UN en plus l'infini c'est L, on en déduit que la limite du terme d'après, UN plus 1, c'est également L. Et donc la limite de UN plus 1 au carré, c'est L carré. Et donc ça permet d'avoir justifié que la limite du bloc de gauche dans l'égalité, c'est L carré. Maintenant, il ne reste plus qu'à écrire la limite du bloc de droite. Et là, pour le bloc de droite, c'est très simple, il y a juste à écrire que la limite de UN quand n tend vers plus l'infini, c'est L, puisque L, par définition, c'est la limite de UN. Et pour conclure, je répète le raisonnement, comme ces deux blocs sont égaux et que ce bloc-là tend vers L carré et que ce bloc-là tend vers L, eh bien ça veut tout simplement dire que L carré égale L. Et donc j'écris donc L carré
égale L. Et maintenant, j'ai une équation en L et j'ai plus qu'à la résoudre pour trouver la valeur de L. Alors, je rappelle que pour résoudre une équation, premièrement, on ramène tout dans le membre de gauche, on essaye de factoriser et d'appliquer la règle du produit nul. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Alors, si on ramène tout dans le membre de gauche, cette équation, elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente à L carré moins L égale 0. On factorise, on peut mettre L en facteur, ça fait L, facteur de L moins 1 égale 0. On applique la règle du produit nul, ça fait soit L égale 0 ou L moins 1 égale 0, c'est-à-dire L égale 1. Alors, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que L, la limite de cette suite, ça ne peut être que 0 ou 1. Mais si la limite L valait 0, ça voudrait dire qu'on peut rendre UN aussi proche de 0 que l'on veut. Or, on a vu que UN, elle est toujours supérieure ou égale à 1. Et si UN est supérieur toujours ou égal à 1, ça veut dire qu'on ne peut pas rendre UN aussi proche de 0 que l'on veut. Donc ça veut dire que la limite de cette suite, ça ne peut pas être 0. Et donc si c'est pas 0, c'est forcément 1. Voilà qui permet de justifier que la limite de cette suite, c'est 1 et il n'y a plus qu'à le rédiger sur sa copie. Et donc j'écris que L ne peut pas être égal à 0, car pour tout entier naturel n, on a montré que UN est supérieur ou égal à 1. C'est ce que je viens d'expliquer précédemment. Et donc si L n'est pas égal à 0, on en déduit donc que L égale 1, et c'est-à-dire que la limite de UN est égale à 1. Voilà qui termine la 5e question. On a donc bien démontré tout ce qui a été conjecturé au 3e rang, on a bien démontré que UN était convergente et on a bien trouvé sa limite. Et bien maintenant, par une seconde méthode à l'aide des logarithmes, on va redémontrer que la limite de cette suite, c'est 1, mais par une méthode complètement différente. Alors si vous avez été attentif, j'ai juste fait un petit oubli. Ici, j'aurais dû mettre pour tout entier naturel n, parce que n, je ne peux pas mettre que c'est n'importe quel entier, puisque c'est un entier positif. Donc ici, il faut rajouter naturel. Voilà, j'ai fait un petit oubli et il faut le corriger. Alors, corrigeons le 6e rang. On pose Vn égale Ln de Un et on nous demande de démontrer que cette suite Vn est géométrique. Et on nous demande également sa raison. Alors, je rappelle que quand on veut savoir si une suite Vn est géométrique, il faut penser à calculer Vn plus 1 sur Vn. Et si le résultat de Vn plus 1 sur Vn, c'est un nombre qui est indépendant de n, par exemple 2, 3, etc., eh bien ça veut dire que Vn c'est une suite géométrique. Et le résultat de Vn plus 1 sur Vn, c'est alors la raison de cette suite géométrique. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Et donc j'écris que je vais calculer Vn plus 1 sur Vn, et ce, pour tout entier naturel n. Alors Vn plus 1, je remplace. Vn plus 1, ça fait quoi? Ça fait Ln de Un plus 1 sur Vn, c'est-à-dire sur Ln de Un. Mais maintenant, je peux remplacer Un plus 1 par son expression, et ça me donne quoi? Ça me fait Ln, et au lieu de mettre Un plus 1, je peux mettre racine de Un, le tout divisé par Ln de Un. Et maintenant, quand vous voyez ça, il ne faut pas oublier une propriété fondamentale sur les logarithmes, c'est que Ln de racine de a, sous réserve évidemment que a soit strictement positif, mais ici c'est le cas parce que un c'est un nombre strictement positif puisqu'il est plus grand ou égal à 1, et bien ln de racine de a, vous devez savoir que c'est égal à 1 demi de ln de a. Donc ici on peut remplacer ln de racine de u de n en appliquant cette formule, ça fait 1 demi de ln de un, le tout divisé par ln de un. Et là on voit qu'on peut évidemment simplifier par ln de u de n, et si on simplifie, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 demi. Et on a donc démontré que Vn plus 1 sur Vn, c'est égal à 1 demi. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce calcul, il est valable pour tout entier naturel n. Et comme Vn plus 1 sur Vn, c'est toujours égal à 1 demi, que 1 demi, c'est un nombre qui est indépendant de n, ça veut dire que cette suite Vn, elle est géométrique de raison 1 demi. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc, j'écris sur ma copie que Vn est bien une suite géométrique de raison 1 demi. Voilà qui termine la question 6a. Alors, corrigeons la question 6b. On nous demande d'exprimer Vn en fonction de n, et une fois qu'on aura fait ça, Un en fonction de n. Alors, pour exprimer Vn en fonction de n, c'est très simple. Il faut se rappeler que quand on a une suite géométrique, elle peut s'écrire Vn égale Q puissance n que multiplie V0, où Q, c'est la raison de la suite géométrique, et V0, le premier terme. C'est exactement ce qu'on va appliquer maintenant. Donc, on va déjà commencer par calculer V0. Donc, V0, si je remplace n par 0, V0, c'est égal à Ln de U0, et U0 valant 4, V0 c'est Ln de 4. Et si V0 vaut Ln de 4, et bien Vn comme sa raison Q c'est 1 demi, et bien Vn vaut tout simplement 1 demi puissance n fois Ln de 4. C'est ce qu'on écrit maintenant.
Et donc j'écris sur ma copie que Vn elle est égale à 1 demi puissance n fois V0, c'est-à-dire ln de 4. Et j'oublie pas de rajouter que cette égalité, elle est valable pour tout entier naturel n. Voilà, on a exprimé Vn en fonction de n, et maintenant il n'y a plus qu'à le faire avec Un. Alors pour exprimer Un en fonction de n, regardez, nous, on a Vn en fonction de Un. On va déjà inverser la situation. On va essayer d'exprimer Un en fonction de Vn. Il faut donc se débarrasser du logarithme. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'exponentielle des deux côté. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et donc j'écris pour tout entier naturel n, je rappelle que Vn c'est égal à ln de Un. Et maintenant pour me débarrasser du logarithme, je vais prendre l'exponentielle des deux côtés et donc j'en déduis, eh bien tout simplement que l'exponentielle de Vn c'est égal à l'exponentielle de ln de Un. Et vous savez que exponentielle de ln de a c'est égal à a. Et donc ici, exponentielle de ln de Un c'est tout simplement égal à Un. Et donc j'écris que ça c'est égal à Un. Et l'intérêt, c'est que maintenant, on a Un en fonction de Vn. Et maintenant, il n'y aura plus qu'à remplacer Vn par son expression pour avoir Un en fonction de n. Et voilà ce qu'on va écrire maintenant. Et j'écris donc Un, c'est égal à quoi? C'est égal à exponentielle Vn. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer Vn par ceci et j'aurai Un en fonction de n. Et donc, on peut écrire que Un, c'est égal à exponentielle. Et à la place de mettre Vn, je mets ceci. Ça fait 1 demi à la puissance n que multiplie ln de 4. Tout ceci étant dans l'exponentielle. Donc on a réussi à exprimer Un en fonction de n, et ce, quel que soit n entier naturel. Ce qui termine la question 6b. Alors corrigeons la question 6c. On nous demande de démontrer la conjecture du troisièmement en utilisant la question 6b, c'est-à-dire en utilisant ceci. Alors je rappelle qu'au troisièmement, on avait conjecturé que la suite UN était convergente et que sa limite était 1. Donc on va redémontrer ceci en utilisant cela. On va tout simplement chercher la limite de cette suite UN quand n tend vers plus l'infini. Alors je rappelle que quand vous avez quelque chose de la forme q à la puissance n et que q est compris entre moins 1 et 1, et bien q puissance n tend vers 0. C'est exactement ce qu'on a ici. Donc 1 demi puissance n tend vers 0 et c'est ce que je vais écrire sur ma copie. Et donc je rappelle ce résultat que si q est compris entre moins 1 et 1, alors la limite de q puissance n en plus l'infini, c'est 0. Et donc maintenant je vais pouvoir appliquer ça avec 1 demi puissance n. Et donc comme 1 demi c'est bien compris entre moins 1 et 1, la limite de 1 demi puissance n en plus l'infini, c'est 0. Ça veut donc dire que ce bloc-là, il tend vers 0. Et un nombre qui tend vers 0 que multiplie par ln de 4, ça veut dire que tout ce qui est en exposant ici tend vers 0. Et vous savez que si le nombre qui est en exposant tend vers 0, eh bien l'exponentielle de ce nombre tend vers 1. Et comme on a d'abord calculé la limite du nombre qui est en exposant et ensuite l'exponentielle de ce nombre, on a fait donc une composition. Et donc on écrit par composition la limite d'exponentielle de 1 demi puissance n ln de 4, comme ce bloc-là tend vers 0, c'est égal, cette limite, à exponentielle 0, c'est-à-dire 1. Et comme tout ceci c'est Un, on en déduit donc que la limite de Un en plus l'infini c'est 1. Et il n'y a plus qu'à l'écrire. Et donc j'écris donc que la limite de Un quand n tend vers plus l'infini c'est 1. Et comme la limite de cette suite UN c'est 1, ça veut dire que cette limite elle existe et elle est finie, ça veut donc dire que UN elle est convergente. Donc finalement on a réussi à démontrer que cette suite UN elle était convergente et que sa limite est 1 en utilisant deux méthodes. À la première méthode, on a utilisé le fait que UN était décroissante et minorée par 1, ce qui a permis de justifier qu'elle était convergente, et ensuite on a trouvé sa limite en résolvant une équation. Et à la deuxième méthode, on a procédé complètement différemment. On a utilisé des logarithmes et du coup on a réussi à exprimer UN en fonction de n et ensuite on a tout simplement trouvé sa limite. Alors cet exercice il est extrêmement classique, il aborde plein de notions, donc si vous avez eu du mal à le faire, eh bien c'est extrêmement important que vous le refassiez seul sans regarder la correction.